Voilà. Donc, ce webinaire s'appelle « Tais-toi et entends ». Donc, dans « Tais-toi », il y a « Tais-toi », donc il y a « toi » et « entends », et « entends » donc l'autre. Donc, on va évidemment parler de soi et de l'autre dans cet atelier. Et évidemment, si on se tait, ça veut dire donc qu'il ne faut pas parler et on voit bien le lien qu'il y a donc avec l'expression ou la non-expression, selon comment on voit les choses. Alors, voilà la roue de l'intelligence émotionnelle que je ne vous représente pas parce que, comme je vous disais, ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez revoir le webinaire de lundi qui présente toutes les compétences. Et aujourd'hui, nous allons donc mettre le focus sur les dimensions expression individuelle et relations humaines. Alors maintenant, certains d'entre vous connaissent mieux le principe. Je parle souvent d'une machine lorsque je parle de l'intelligence émotionnelle, en tout cas comme image. Attention, c'est vraiment une image, dans l'idée où tous les éléments de cette machine, qui sont donc les compétences, sont en fait reliés entre eux. Et c'est bien pour ça que même si on met le focus sur les relations humaines, il y a à côté l'expression individuelle et les autres dimensions. Et donc, même en mettant le focus sur un élément, on va forcément parler d'autres compétences. Ça, je pense, en tout cas, j'espère qu'au fur et à mesure, ça devient un peu plus clair sur comment fonctionne cette machine. Cette machine qui est l'intelligence émotionnelle et sur laquelle on peut agir, qu'on peut rendre plus efficace, plus fluide, plus performante aussi, dans le bon sens du terme. Et tout ça pour se sentir mieux, parce que je ne l'ai peut-être pas assez dit, mais l'intérêt de développer son intelligence émotionnelle, c'est de se sentir mieux, d'être plus aligné avec soi, mais aussi avec les autres, et tout ça pour mieux fonctionner ensemble, mieux vivre ensemble, prendre des meilleures décisions, mieux gérer le stress, etc. Voilà toutes les dimensions de l'intelligence émotionnelle. Alors, en effet, donc, j'ai décidé de mettre le focus sur l'empathie. Alors déjà, en termes de définition, j'ai voulu faire un petit retour parce qu'il y a souvent confusion entre l'empathie et la sympathie, qui sont deux mots différents et qui ont des définitions différentes, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et j'ai rajouté aussi la compassion, qui peut aussi parfois être interprétée comme de l'empathie. L'empathie, à la différence des deux autres, l'empathie, donc, c'est la capacité à comprendre l'autre, à comprendre la réalité de l'autre, sans pour autant la vivre soi-même. Donc, dans la sympathie, il va y avoir une idée, comme la définition l'indique, de participation. Donc, je participe, je suis avec toi dans ton émotion. Et la compassion, c'est plutôt dans le côté négatif de l'émotion. Je compatis avec toi, c'est vraiment je suis avec toi dans cette émotion plutôt négative. Donc voilà la différence, et c'est une différence qui est très importante parce qu'on va parler là d'empathie, non pas que la sympathie et la compassion ne soient pas évidemment des compétences intéressantes, mais c'est juste que c'est différent. Et dans l'intelligence émotionnelle, puisqu'on parle d'intelligence émotionnelle, c'est en effet cette capacité à comprendre l'autre, je le répète, accueillir la réalité de l'autre sans pour autant la vivre soi-même. Donc, on va voir évidemment pourquoi des fois cette empathie n'est pas possible ou c'est parfois très difficile de ne pas évidemment ressentir l'émotion ou alors de comprendre la réalité de l'autre. Alors, j'ai voulu vous présenter ce signe chinois qui représente l'écoute, le mot écoute, écouter. Parce que je trouve ça intéressant pour introduire cette notion d'empathie. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Peut-être que vous ne le savez pas, mais pour faire un mot en chinois, comme ça, en symbole,
on va mettre en fait plusieurs mots qui vont créer des mots. Et donc, on a le mot oreille. Donc, oreille, évidemment, pour écouter. Ce qui semble intéressant pour comprendre l'autre, hein, ça paraît être une première étape intéressante, c'est de l'écouter. On va voir que ce n'est pas toujours facile d'écouter, puisque pour écouter, une étape intéressante est déjà de se taire. D'où le titre « Tais-toi et entends ». Il y a ensuite le mot dit, enfin il y a les mots dit yeux, dit œil, dit yeux, pour dire qu'on entend pas seulement avec les oreilles, mais aussi avec les yeux, et disent dans le sens voir tout ce qu'on peut voir et tout ce qui n'est pas aussi dit. Donc évidemment, on va atteindre là le non-verbal, le ton, la posture, tout ce que la personne va nous dire sans nous le dire. Il y a aussi l'autre et le cœur dans le sens j'écoute l'autre avec le cœur, donc pas que avec ma raison et mon analyse, je m'ouvre vraiment à l'autre avec le cœur, d'où cette empathie qui permet du coup de comprendre l'autre vraiment sur cet aspect évidemment émotionnel, donc à un niveau autre que juste l'analyse des données. Et enfin, le mot roi qui veut dire je considère l'autre comme un roi, je suis là pour l'autre, je suis ouvert à cette réalité de l'autre et je le considère donc comme un roi. Donc voilà ce mot écouter qui me semble intéressant en tout cas c'est intéressant de le voir comme ça et de voir ce qu'on peut nous garder de cette définition pour le mettre en pratique dans notre écoute empathique. Alors, il y a quelque chose aussi sur laquelle je voulais revenir. Si vous réfléchissez à une conversation que vous avez eue avec quelqu'un super intéressante ou une conférence que vous avez suivie ou par exemple, si je vous dis qu'est-ce que j'ai dit dans le webinaire de lundi, pour ceux qui étaient là, vous ne vous rappellerez pas de tous les mots que j'ai prononcés. Même certainement de pas beaucoup. Vous vous rappellerez de certains messages, mais vous vous rappellerez de comment vous avez vécu le moment, de quel effet ça a eu sur vous, quel effet j'ai eu sur vous, mais aussi comment vous vous êtes senti par rapport à ce qui était dit. Et ça, c'est important de le retenir parce qu'on parle d'émotion, puisqu'on parle d'intelligence émotionnelle, et on parle de comment je me sens avec l'autre, comment l'autre se sent avec moi et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on échange ensemble. Donc, il y a 55% de ce qui est de ce qu'on retient de ce qui est dit correspond à la partie non verbale. Ça va être tout ce qui est sur la posture, les gestes, les yeux, le regard, tout ce qui se passe. Donc, si on reprend le signe chinois, tout ce qui n'est en fait pas dit. Tout ce qu'il y a autour. 55% de ce qu'on retient correspond au non-verbal. 38% de ce qu'on retient correspond au paraverbal. Donc là, ça va être l'amplitude, le ton, la vitesse, tout ce qu'il y a autour de ce qui est dit. Donc en fait, c'est la façon dont c'est dit. Et enfin, 7% du verbal qui est retenu. Donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut vraiment comprendre la réalité de l'autre, comprendre comment il voit le monde, comment il se sent, ça veut dire que ce qu'il va nous dire correspond uniquement à 7% de tout ce qu'il y a en dessous. Pour ceux qui étaient là hier, on a vu qu'il y avait l'émotion, les sentiments, la pensée, tout ça c'est ce qui est non visible. Et puis la partie visible, c'est la parole et le comportement. Donc si on retient la parole, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a que 7% qui correspond en fait à ce qui est vraiment tout en bas de l'iceberg.
Et donc, on peut affûter, on peut s'affûter, on peut développer cette capacité à saisir, à comprendre toute cette partie qui n'est en fait pas dite. Donc, nous allons parler, comme je vous l'ai dit, de l'empathie. Donc, l'empathie, c'est la réalité de l'autre. Il y a déjà quelque chose d'important avant de vraiment rentrer dans l'empathie, c'est donc oh pardon, excusez-moi, ça a été trop vite, d'accepter que l'autre n'a pas forcément la même réalité que moi, c'est-à-dire n'a pas le même ressenti, n'a pas la même perception, n'a peut-être pas même ne voit pas les faits, le factuel comme moi. Hein. Et quand moi j'interviens dans une équipe, ce qui est intéressant, c'est que de voir avec une même situation, une situation s'est passée dans l'équipe et lorsque je parle aux 10 personnes de l'équipe, les 10 personnes vont me raconter la situation, mais même au niveau factuel, différemment. Donc on interprète aussi la réalité, le concret, avec ses filtres, avec ses émotions et donc on va ensuite l'exprimer évidemment en fonction de mon filtre, de comment moi j'ai vécu les choses, comment je les ai compris, comment je les ai interprétés. Donc ça va plutôt correspondre à la perception de soi et à l'expression individuelle, c'est-à-dire comment je perçois les choses et comment je vais les exprimer. Et puis, il y a l'autre. Et l'autre, étant différent, ayant une perception différente, a donc une autre réalité. Et donc, pour développer son empathie, il faut déjà avoir conscience que l'autre n'a pas la même réalité que soi. Ouais, il faut l'accepter, ce qui n'est pas toujours le cas. Et on peut aussi, lorsqu'on a une empathie très développée, le risque, c'est de penser que la réalité de l'autre est la réalité. Hein, vous voyez bien les deux cas, c'est-à-dire soit je pense que ma réalité est forcément la réalité de l'autre ou devrait être la réalité de l'autre, parce que de mon point de vue, j'ai toujours raison. Ou alors, si j'ai une empathie plutôt forte, je peux avoir tendance à penser que je m'intéresse vraiment à la réalité de l'autre, mais du coup, je peux penser que la réalité de l'autre devient la réalité. Par exemple, quelqu'un qui va se plaindre de son boss ou de son voisin ou peu importe de qui va me raconter la situation et qui va dire oui, mais il a fait ça et puis il a fait ça. Ça, c'est sa réalité. Le risque, si j'ai une empathie très forte et un sens de la réalité à côté moins fort, le risque, c'est d'imaginer que sa réalité, qui est une réalité, mais c'est peut-être pas la seule réalité. Ouais, et c'est intéressant, évidemment, de collecter toutes les réalités pour ensuite faire sa propre réalité. Donc, il y a autant de réalités qu'il y a de personnes. Et l'empathie, c'est cette capacité à comprendre la réalité de l'autre. Alors, pourquoi j'ai décidé vraiment de mettre le focus sur cette compétence? Parce que déjà, c'est une compétence qui est très importante dans la vie de tous les jours, que ce soit au niveau perso, que ce soit au niveau professionnel. Hein, on intervient énormément sur cette dimension-là. Pourquoi? Parce que on s'est quand même rendu compte avec le temps que c'était intéressant de comprendre comment les gens se sentaient pour pouvoir faire en sorte, en tout cas, qu'ils se sentent mieux et donc qui travaillent mieux ou qui soient plus efficaces. Et dans la situation actuelle qu'on vit tous, donc confinés avec notre famille ou même si c'est à distance, il me semble intéressant de vraiment voir comment on peut utiliser cette compétence pour finalement mieux vivre. Alors quand je dis mieux vivre, c'est pour l'autre, mais pour soi aussi. Il y a vraiment ce lien entre évidemment l'autre et moi. Sinon, ça crée un décalage et un déséquilibre. Donc, comme je vous ai expliqué hier, certaines compétences sont connectées. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire fonctionnent ensemble. Et l'empathie est connectée avec d'abord l'expression émotionnelle.
Donc, l'expression émotionnelle, c'est une compétence qui correspond à ma capacité à exprimer mes émotions, mon ressenti. Et l'empathie, c'est la capacité à comprendre les émotions et le ressenti de l'autre. Donc, ce lien me semble assez évident dans le sens où imaginez quelqu'un qui a une empathie très très forte, donc sous-entendu très développée, et en même temps une expression émotionnelle basse, peu développée. Ben, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner quelqu'un qui va vraiment s'intéresser à l'autre, va chercher à comprendre l'autre, et sans jamais exprimer ce que je ressens moi. Et donc, au niveau de la relation que ça va engendrer, alors on peut se dire comme ça, au premier abord, bah forcément l'autre va plutôt apprécier, puisque je vais l'écouter, je vais m'intéresser à lui, mais moi, je ne vais jamais lui parler de moi. Alors, vu d'un certain angle, on peut se dire ça, sauf que si on va vraiment un peu plus loin dans qu'est-ce que c'est qu'une relation mutuellement satisfaisante, puisque c'est ça la définition de la compétence relation humaine, c'est vraiment une notion de relation équilibrée, adulte-adulte, on appelle ça, pour ceux qui connaissent, ou gagnant-gagnant, enfin voilà, vous voyez un peu l'idée, c'est-à-dire d'équilibre dans la relation. Vraiment je donne de moi et je prends de toi. Et comme ça, quel est l'intérêt? Tout simplement, on se comprend mieux. Hein, c'est quand même un peu ça l'idée. Parce que si je n'exprime pas mes émotions, le problème, et très souvent ça arrive, c'est que l'autre ne comprenne pas. Hein, du coup, parce que on peut souhaiter qu'il ait une empathie forte et qu'il comprenne ce que je ne dis pas, hein, si on reprend le pourcentage. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est beaucoup plus simple en le disant. Au moins, on évite beaucoup de problèmes de compréhension ou de malentendus. La deuxième compétence qui est en lien avec l'empathie, c'est l'affirmation de soi. Donc, hier, j'ai parlé de l'émotion et la pensée. Donc, la pensée qui se construit à partir de l'émotion. L'expression émotionnelle, ça va être sa capacité à exprimer ses émotions, et l'affirmation de soi, c'est la capacité à exprimer sa pensée. Par exemple, je ne suis pas d'accord, ou voilà mon avis, ou la capacité à dire non. Hein, ça, c'est l'affirmation de soi. Ce n'est pas forcément agressif, mais c'est voilà, c'est de dire vraiment son point de vue, son avis, sa pensée. Si j'ai une empathie très très forte et une affirmation de soi basse, ça veut dire quoi? Ça veut dire encore une fois que je m'intéresse à l'autre, comment il se sent, mais par contre, je ne dis jamais ce que je pense. Pourquoi? Certainement par peur de blesser l'autre. Puisque je pense que de dire, enfin ma croyance, pardon, et de dire ce que je pense va générer chez l'autre un mal-être ou va le mettre mal à l'aise. Hein, c'est ce qu'on entend souvent. Au contraire, si j'ai une affirmation de soi très forte et une empathie très basse, vous voyez bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que là, au contraire, je vais avoir cette capacité à exprimer ma pensée, mon avis, sans problème. Mais par contre, comme j'ai une empathie basse, je ne prends absolument pas en considération l'impact que je peux avoir sur l'autre ou comment l'autre se sent par rapport à ça ou par rapport à ce que je dis. Donc, ce qui est intéressant dans ce que je vous montre là, je trouve, c'est cette notion d'équilibre. C'est de se dire, pour créer et entretenir des relations saines et authentiques, l'idée est, je le répète, d'avoir un équilibre dans ses compétences, c'est-à-dire cette capacité à comprendre l'autre et à recevoir et à accueillir l'autre, la réalité de l'autre, tout en exprimant la mienne pour que voilà, il y ait cet équilibre dans la relation. Voilà les premières compétences qui sont avec l'empathie et qui peuvent être des leviers pour développer l'empathie, pour ceux qui veulent développer ou améliorer leur empathie.
C'est de garder ça en tête et peut-être de vous poser la question à chaque fois, est-ce que mon empathie est équilibrée avec mon expression émotionnelle et avec mon affirmation de soi? Si ce n'est pas le cas, ça vaut le coup de se poser la question pourquoi, quel est l'avantage et quel serait l'avantage pour la relation de m'affirmer davantage, par exemple. Qu'est-ce que la relation y gagnerait? Donc, je vous ai mis là une citation de Léonard de Vinci qui dit « Plus on connaît, plus on aime ». Donc, ça marche pour l'empathie, mais ça marche aussi pour l'amour-propre, dont on a parlé hier. Parce qu'on pourrait dire « Plus on se connaît, plus on s'aime ». Plus on connaît l'autre, plus on l'aime, dans le sens large évidemment du terme. Sous-entendu, plus on va saisir, encore une fois, écouter avec le cœur et donc comprendre l'autre, plus on va l'aimer dans le sens où on va le voir tel qu'il est. Alors, je vous entends d'ici, il y en a peut-être qui me disent plus on connaît, moins on aime, peut-être aussi, mais en tout cas, c'est basé sur des éléments vraiment profonds, si je peux dire ça. Mais en tout cas, plus on se connaît soi, plus on s'aime, oui, et l'autre aussi parce qu'on va, et c'est le lien avec l'optimisme, l'idée est aussi de regarder les choses positives. Je vous parlais hier pour développer son amour-propre, de lister toutes ses forces. C'est un peu la même chose pour l'autre. C'est-à-dire que plutôt que de s'attarder sur le mauvais comportement, la mauvaise réaction ou ce qu'il a dit, alors il fallait surtout pas le dire, si je vais chercher un peu plus loin, si je m'intéresse à ce qu'il y a derrière, au fond de l'iceberg, peut-être que je vais mieux comprendre sa réaction et je ne vais surtout pas le prendre personnellement, dans le sens où finalement c'est une émotion qui a généré ce comportement. Pour ceux qui veulent développer ce que je viens de dire, c'est-à-dire ne pas prendre les choses personnellement, je conseille un livre très intéressant qui s'appelle Les 4 accords Toltec. Toujours intéressant de lire ce livre. Et en effet, un des 4 accords, c'est ne rien prendre personnellement. C'est-à-dire et c'est vraiment dans ce sens de l'empathie, c'est-à-dire accueillir l'autre tel qu'il est, avec ses défauts et ses qualités, et voir que derrière les comportements, il y a souvent beaucoup plus que juste ce qui est dit ou ce qui est pas dit d'ailleurs. L'empathie est aussi en lien avec la conscience de soi émotionnelle. Donc ça, c'est vraiment ce que je vous disais en introduction sur la différence entre ma réalité émotionnelle et la réalité de l'autre. Donc, si j'ai une conscience de soi émotionnelle très très forte, ça veut dire que je vais avoir cette capacité à bien comprendre et bien identifier les émotions que je ressens et à les accueillir. C'est la conscience de soi émotionnelle. Et si en même temps j'ai une empathie basse, le danger de ce déséquilibre, c'est comme j'ai une très bonne lecture émotionnelle de ma lecture émotionnelle, je risque d'avoir tendance à penser que l'autre pense forcément comme moi, enfin ressent les mêmes choses que moi, ou à ne pas accepter qu'ils ne le vivent pas de la même manière que moi. Et ça, c'est assez courant. Comme je vous le disais tout à l'heure, de mon point de vue, j'ai toujours raison. Évidemment, je fais une analyse de la situation par rapport à plein de critères et donc je ne peux pas comprendre que quelqu'un ne voit pas les choses de la même façon. Et pourtant, chacun étant différent, l'intérêt de l'empathie, c'est vraiment de s'intéresser à comment l'autre lit cette situation. Et dans l'autre sens, si j'ai une empathie très forte et une conscience de soi émotionnelle très basse, donc je vais avoir cette capacité à bien comprendre ce que l'autre ressent. Par contre, moi, je ne vais pas faire de lecture de mes propres émotions. Et donc là, le danger de ce déséquilibre, c'est de penser que la réalité de l'autre est la réalité
et la réalité. Donc, je ne me pose même pas la question de savoir comment moi je vis les choses. Je prends ce que l'autre dit comme une réalité, la réalité. Je vous donne un exemple tout à l'heure de quelqu'un qui se plaint. L'autre compétence qui est dans cette histoire, ça semble assez logique par rapport à ce que je viens de dire, c'est le sens de la réalité. Donc, le sens de la réalité, c'est la capacité à voir les choses de façon objective. Donc là, toujours pareil, si j'ai une empathie très basse et que j'ai un sens de la réalité très fort, alors là, dans mes exemples, dans ce que je vous dis, je vous montre toujours des extrêmes. Évidemment, dans la vraie vie, on est rarement dans des extrêmes, hein, on n'est jamais dans le maximum à côté du minimum, mais ça arrive souvent qu'on ait des écarts entre nos compétences. C'est d'ailleurs toujours le cas, et tant mieux parce que c'est nos déséquilibres qui font notre richesse et notre particularité, notre individualité. Mais je vous montre en fait avec cet exercice ce que ça donne lorsque des compétences qui fonctionnent ensemble en fait sont en déséquilibre. Et donc si j'ai une empathie très très forte et un sens de la réalité très bas, ça veut dire que la réalité, donc ça rejoint sur la conscience de soi émotionnelle, ça veut dire que la réalité de l'autre devient la réalité, mais là à un niveau plus factuel. Donc je vais relater les faits du point de vue de l'autre. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'une rumeur peut naître. C'est quelqu'un me raconte une situation, je la prends pour une situation réelle, concrète, je la retransmets, etc. Et en fait, quelle est vraiment la réalité du départ de la personne? Souvent, ça se perd totalement en route. Et à contrario, si j'ai, je ne me rappelle plus quel sens j'avais fait, si j'ai un sens de la réalité très fort, voilà, et une empathie très basse, ben là au contraire, je vais voir les choses de façon très factuelle. Je vais être quelqu'un qui va avoir tendance à donner des preuves, à dire voilà ce qui s'est passé, il s'est passé ça à telle heure, tu as fait ça, tu as fait ça. Et du coup, mettre de côté finalement toutes les informations émotionnelle de l'autre, c'est-à-dire comment lui, en fait, il voit les choses, comment lui, il a vécu les choses. Et on peut souvent se rendre compte, lorsqu'on s'intéresse à la réalité de l'autre, qu'en fait, même les faits peuvent être interprétés de façon différente. Donc, ce que j'ai voulu vous montrer là, c'est vraiment comment vous pouvez, vous, par rapport à vos compétences fortes et celles qui sont moins fortes, vous pouvez développer cette empathie pour tout simplement pour que la relation avec l'autre y gagne. Puisque lorsque j'écoute l'autre, du coup, je ne suis pas centrée sur moi. Et lorsque je parle, là, je parle de moi. Et donc, il y a vraiment cet échange entre l'émetteur et le récepteur. Et le récepteur devient l'émetteur. Et donc, dans l'idéal, dans un monde idéal, il faudrait évidemment que chacun puisse s'exprimer, que chacun puisse exprimer sa réalité et qu'on puisse accepter les réalités de l'autre sans vouloir convaincre l'autre qui se trompe et qui a tort. Et évidemment, il y aurait beaucoup moins de problèmes dans le monde et peut-être même il n'y aurait plus de guerre si on arrivait à ça. Donc, c'est pas si simple que ça, bien évidemment, mais à notre niveau, on peut le faire et on peut, je vais vous montrer comment après, vraiment muscler cette empathie. Donc voilà pour les connexions. Donc je réponds à une question avant de continuer. Comment une personne hyper empathique peut-elle gérer une relation avec une personne à l'inverse très peu empathique et avec une expression émotionnelle faible? La communication de l'un à l'autre semble alors compliquée. Bien sûr, donc c'est ce que je viens de montrer dans les connexions. Si vous êtes hyper empathique, alors je dis vous, je sais pas, j'imagine que la personne est vous ou peu importe, mais si vous êtes hyper empathique et que vous êtes en face de quelqu'un qui ne l'est pas du tout,
Donc, vous avez ce déséquilibre dans la relation qui se crée. Et du coup, alors il y a une petite chose aussi que je ne vous ai pas dit dans les 2 derniers webinaires, mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne peut pas changer l'autre. On ne peut pas développer l'intelligence émotionnelle de l'autre. On peut uniquement agir sur soi et sur son intelligence émotionnelle et sur ses compétences. Donc, dans ce cas-là, j'aurais tendance à dire que du coup, peut-être que la compétence à développer, ce serait une expression, enfin l'expression émotionnelle peut-être, ou peut-être, ça peut être d'autres choses, ça peut être l'amour-propre, enfin, ça peut être plein de compétences qui vont, c'est à vous en fait de trouver quelle est la compétence qui va vous permettre finalement de vous sentir mieux dans cette situation, dans cette relation, puisque en effet, vous ne pouvez pas changer l'autre. Par contre, vous pouvez changer, vous, votre façon soit de vous comporter, soit de vivre aussi la situation, peut-être par exemple en gagnant en indépendance, c'est-à-dire en étant moins finalement touché ou affecté par ce manque d'empathie qui est en face dans cet exemple. Alors, je vous propose une activité, un exercice pour développer votre empathie. Donc, cette activité, ça s'appelle le bâton de parole. C'est une activité que je propose en entreprise lorsque je fais des formations sur l'intelligence émotionnelle. Donc, les gens le vivent, même dans les plus hauts postes. Donc là, évidemment, on ne peut pas le faire en vrai, mais je vous la présente et c'est quelque chose que vous pouvez faire, que vous pouvez même faire là en famille, avec des enfants. Enfin, c'est vraiment intéressant. Donc, pour l'histoire du bâton de parole, en fait, c'est les Amérindiens qui l'ont créé, qui l'ont inventé, parce qu'ils se rendaient compte que pendant les meetings, les réunions, c'était vraiment problématique, ça se terminait toujours en dispute, et puis ça commençait à crier, etc. Et donc, un jour, quelqu'un a dit, bon, c'est plus possible, il faut qu'on trouve une façon de s'exprimer sans que ça pose autant de problèmes. Et donc, ils ont créé le bâton de parole. Et donc, seule la personne qui a le bâton de parole peut s'exprimer. Ceux qui n'ont pas le bâton de parole ne peuvent pas s'exprimer, n'ont pas le droit de parler. Donc, ça veut dire qu'ils sont obligés de se taire. Donc, vous imaginez bien, peut-être que certains d'entre vous d'ailleurs l'ont vécu là avec moi ou avec une autre formatrice, vous imaginez bien que de ne pas avoir le bâton de parole et d'être obligé de se taire, c'est déjà en soi quelque chose d'intéressant. Parce que il y a quelque chose aussi que je ne vous ai pas dit, le problème qu'il y a lorsque je parle avec quelqu'un ou lorsque quelqu'un me parle, on va partir plutôt de ce point de départ, lorsque quelqu'un me parle de n'importe quoi, par exemple de sa situation professionnelle ou de ses problèmes personnels, enfin, voilà, elle me raconte quelque chose. Son histoire, ce qu'elle est en train de me dire, me parle parce qu'elle touche quelque chose que soit j'ai connu, soit j'ai vécu, soit vraiment j'ai envie de l'aider. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose dans ce que j'entends qui me donne envie de m'exprimer. Et donc, très souvent, et vous le remarquerez peut-être plus maintenant, très souvent, on reprend la parole. Alors, pas avec une mauvaise intention, puisque l'intention est de montrer à l'autre qu'on est là, qu'on l'écoute, qu'on veut l'aider, qu'on a une expérience similaire, alors on va partager notre expérience. Mais ce qui se passe quand je reprends la parole, ou quand je prends la parole, c'est qu'en fait, je ramène l'histoire à moi. Et donc, je ne suis plus dans l'écoute de l'autre. Et donc, le bâton de parole, c'est vraiment cette obligation de ne pas parler pour, en effet, laisser l'autre s'exprimer. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une personne qui a le bâton de parole, même s'il y a 10 personnes autour du feu, et tous les autres se taisent pendant que la personne parle. Une fois que la personne s'est exprimée, donc a dit ce qu'elle avait à dire, elle passe le bâton de parole à la personne d'à côté. Tout le monde, évidemment, a le bâton de parole. Et donc, la personne qui a maintenant le bâton de parole peut s'exprimer, les autres se taisent. Et avant de dire ce qu'il a à dire, il va reformuler ce qu'il vient d'entendre pour être bien sûr qu'il a bien compris la réalité de l'autre. Et ensuite, il exprime la sienne. Et ainsi de suite, tout le monde a le bâton de parole. Donc, l'intérêt, c'est quoi? C'est que tout le monde puisse s'exprimer sans être interrompu.
Donc, ça, c'est vraiment, si vous devez retenir une chose, c'est ça, sans être interrompu. De deux, va reformuler pour bien montrer à l'autre qu'il a bien écouté et bien compris. Alors, reformuler en disant je, voilà ce que j'ai compris de ce que tu as dit. Et ensuite, exprimer, en effet, son point de vue, ses émotions qui peuvent être totalement différents. On a le droit de ne pas être d'accord. On a le droit de ne pas ressentir les mêmes choses. On a le droit de ne pas avoir le même avis sur la question. La seule chose qu'il y a, c'est que très souvent, je donne mon point de vue, quelqu'un donne le sien. Ah mais non, c'est pas du tout ça, tu n'as rien compris, je vais t'expliquer. Et puis là, on arrive évidemment, j'appelle ça moi, sur le combat de coq, c'est qui va gagner. Et peut-être que celui qui va gagner, c'est celui qui décide d'arrêter et de rien dire. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de laisser tout le monde s'exprimer et de se taire. Donc, ce que je vous propose, c'est d'imaginer, donc soit prendre, moi je le fais avec les enfants, avec des baguettes chinoises, vous prenez une baguette chinoise, c'est le bâton de parole, et vous posez une question ouverte. Alors, c'est très important le fait que ce soit une question ouverte. Ça veut dire quoi une question ouverte? Ça veut dire une question qui n'amène pas un oui ou un non. Une question fermée, c'est une question qui amène un oui ou un non. Ça veut dire, parce que si je pose une question fermée, je vais avoir un oui ou un non. L'idée, c'est de faire en sorte que la personne s'exprime. Donc, par exemple, je disais hier, plutôt que de dire ça va, ce qu'on dit très souvent le matin, vous pouvez déjà poser la question comment tu te sens aujourd'hui, par exemple. Déjà, ça, c'est une question ouverte. Et donc, vous posez une question ouverte et une première personne s'exprime avec le bâton de parole. Vous pouvez définir un temps. Quand on le fait en formation, on définit un temps, en effet. Et pendant ce temps, les autres personnes se taisent. Ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas exprimer non verbalement le fait qu'elles écoutent. On peut faire passer beaucoup de choses. N'oubliez pas le pourcentage sans parole. Donc, on peut montrer qu'on est là avec le regard, avec la tête, avec le sourire. On montre qu'on est là, mais on ne parle pas. Ensuite, la personne, et pendant qu'on écoute, c'est vraiment cette idée d'écouter avec le cœur, dans le sens de récolter le plus d'informations possible autour de ce qui est dit. Et ça, vous vous entraînez à le faire. Je vous dis, en formation, en 3 minutes, ça dure 3 minutes. On leur fait faire 3 minutes et ils perçoivent déjà énormément de choses qui ne sont pas dites. Donc, c'est pourquoi? Parce qu'ils sont obligés de se taire et donc ils sont obligés d'écouter. Et donc, ils perçoivent plein de choses parce que quand on écoute avec ses yeux, avec ses oreilles et avec son cœur, on perçoit forcément beaucoup de choses. Et ensuite, une fois que la personne a terminé, elle passe le bâton de parole à la personne d'après. Et donc, la consigne, c'est avant de répondre à cette question, à la question ouverte, de proposer à la personne de reformuler ce qu'elle a compris, en fait, de ce qu'elle vient d'entendre. Et ensuite, elle exprime ce qu'elle a à dire. Et elle passe le bâton de parole, etc., au voisin. Donc, dans la vraie vie, ce n'est pas toujours évident, évidemment, de mettre le bâton de parole et surtout en entreprise. On ne va pas forcément dans toutes les réunions mettre ça en place, mais ce n'est pas grave. L'idée, c'est de le garder en tête et de se dire, si je me taisais pendant 3 minutes, et donc ça veut dire quoi? Si j'écoute la personne pendant 3 minutes, alors qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça change? Et vous verrez, essayez, vous verrez que vous capterez beaucoup de choses qui ne sont pas dites. Et ça s'appelle l'empathie. Et voilà pour terminer l'image que je vous propose. Le problème de certaines mentalités trop fermées, c'est qu'elles sont souvent accompagnées de bouches trop ouvertes et c'est le capitaine Haddock qui a dit ça. Donc voilà, vous pouvez garder ça à l'esprit au cas où vous oubliez cette histoire de lien et d'équilibre entre ces compétences. Alors voilà pour ma présentation. Donc je vous laisse comme d'habitude poser vos questions, échanger, dire tout ce que vous avez à dire sur ce sujet ou même plus encore. Donc j'en vois une là qui arrive. Face à des personnes qui ont un sens de la réalité fort, il peut être difficile de s'exprimer
d'exprimer son affirmation de soi, surtout si nous sommes empathiques. Alors, quelqu'un qui a un sens de la réalité fort, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va aller plus sur le factuel, hein, sur les éléments factuels. Il peut être difficile de s'exprimer. Là, ce que j'ai envie de renvoyer comme question, c'est qu'est-ce qui fait que c'est difficile de s'exprimer? Pourquoi quelqu'un qui aurait pourquoi c'est difficile de s'exprimer face à quelqu'un qui a un sens de la réalité fort? C'est peut-être aussi l'occasion de lui montrer qu'il y a d'autres réalités que juste la réalité objective. On peut très bien dire oui, c'est vrai, il s'est passé ça, ça, ça. Maintenant, voilà moi comment je me sens par rapport à ça. Et toi, comment tu te sens par rapport à ça? Donc, il y a la réalité objective, il y a la réalité émotionnelle de l'autre et il y a ma réalité émotionnelle. Il y a toujours ces trois éléments tout le temps qui sont là, qui sont liés. Donc, soit on décide d'aller que sur l'aspect factuel, mais donc il manque toutes les informations émotionnelles qui sont quand même très, très, très intéressantes et importantes à prendre en considération. Soit on va que sur l'aspect émotionnel et dans ces cas-là, ça manque d'objectivité. Et donc, on voit bien à quel point c'est important de rééquilibrer. Comment faire pour éviter de passer de l'empathie à la sympathie? Est-ce possible? Oui, c'est possible. La compétence qui permet de ne pas passer de l'empathie à la sympathie, c'est l'indépendance. Hein, puisque si j'ai une indépendance plutôt basse, je vais être influencée émotionnellement par l'autre. Et donc, c'est ce qui va faire que je risque de tomber dans la sympathie, c'est-à-dire de ressentir ou de vivre les émotions avec l'autre. Alors, la question que je peux renvoyer là, vous remarquerez que j'aime beaucoup poser des questions, c'est quel est l'intérêt dans la relation, quel est l'intérêt pour l'autre de ne pas rentrer en sympathie ou quel est l'intérêt pour l'autre d'être en sympathie. Et la sympathie existe et parfois, c'est très bien d'être en sympathie. Mais quelle est la différence entre les deux? Qu'est-ce qui fait que l'empathie, parfois, peut être plus efficace que la sympathie? Et très souvent, on pense que de ne pas aller avec l'autre dans l'émotion, ça enlève du poids sur la relation, ou on a peur que l'autre nous trouve froid, hein, ou des choses comme ça, ou distant, ou alors on se dit il va penser que je m'en fous. Mais ça, non, parce que si je m'intéresse à l'autre, si je lui pose des questions, hein, si je l'écoute, je m'intéresse à l'autre. C'est juste que moi, je ne ressens pas ces émotions. Et puis, je lui laisse aussi la primeur de vivre ses émotions. Il n'y a pas de raison, finalement, que je vive les émotions qui correspondent à qui il est, à son expérience, à son vécu. Pourquoi? Quel est l'intérêt de vivre des émotions avec lui? Donc, voilà des questions que vous pouvez vous poser. Mais si vous allez en sympathie, c'est qu'à un moment, ça vous semble certainement important de le faire pour l'autre. Et donc, moi, je vous demande à ce moment-là de vous poser des questions. Est-ce que vraiment l'autre y gagne? Comment muscler son affirmation de soi? Déjà d'avoir bien conscience de ce qu'on pense, hein, puisque l'affirmation de soi, c'est la capacité à exprimer sa pensée. Évidemment, c'est relié à la perception de soi, hein, j'en ai parlé hier, donc c'est-à-dire bien comprendre ce que je ressens, quel est l'impact de ces émotions sur mes pensées, quelle est la part de émotions, pensées, croyances. Et à partir du moment où ça c'est assez clair, du coup, en effet, de m'entraîner petit à petit à exprimer ma pensée, mon besoin. Voilà ce que je pense. Donc la phrase, elle commence par je déjà. Hein, ça c'est un prérequis très important. Je pense que et c'est pas forcément des trucs fous. Hein, vous pouvez vous entraîner avec des petites choses. Mais par exemple, des gens qui ont une affirmation de soi basse ont beaucoup de mal à dire non, ont beaucoup de mal à exprimer leur désaccord. Donc, c'est souvent aussi, là aussi, par peur de
de perdre la relation ou d'avoir un impact négatif sur la relation. Donc, pareil, exactement comme je viens de le dire avant, posez-vous la question de qu'est-ce que la relation y gagne si je m'affirme davantage. Parce que si je ne le fais pas, c'est que j'ai une peur. Tout ce qui nous freine, ce sont des peurs. Donc, de quoi j'ai peur? Si j'ai peur de perdre la relation, pourquoi en fait? Et peut-être que je pense qu'une affirmation de soi, c'est forcément agressif. Alors, comment je peux faire pour que mon affirmation de soi ne soit pas agressive? Donc, c'est toutes ces questions-là que je vous invite à vous poser. Est-ce que c'est mauvais de ne pas avoir d'empathie? Mauvais, bien, mal, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est compliqué d'être en relation authentique avec les autres sans avoir d'empathie. Donc, c'est mauvais, j'en sais rien, je ne suis pas là pour juger si c'est bien ou mal, mais c'est une des compétences de l'intelligence émotionnelle. Entre parenthèses, l'intelligence émotionnelle est une compétence clé en leadership. Les leaders, s'ils deviennent leaders, ou même chez les méchants, les dictateurs, je fais exprès de vous donner par rapport à la question de mauvais ou de bien, une de leurs compétences clés, c'est l'empathie. Parce que si je veux à un moment que tout le monde ait envie de me suivre, que tout le monde ait envie de me suivre dans mon idée, dans ma vision, si à un moment je ne prends pas du tout en considération les autres et comment ils se sentent, ça ne peut pas fonctionner. Donc, je ne sais pas si c'est bien ou mal, mais en tout cas, c'est une compétence clé pour embarquer des gens avec soi ou pour donner envie aux gens de bosser avec nous ou de vivre avec nous ou de bien s'entendre et de se sentir exister en fait. Vraiment. Dans le jeu du bâton, si je reformule mal ce que l'autre a dit, ce dernier évidemment peut me corriger, n'est-ce pas, avant de lui répondre. Alors, je ne peux pas reformuler mal à partir du moment où, lorsque je reformule ce que moi j'ai compris. Donc, il peut ne pas être d'accord, encore une fois. Donc, il peut reprendre le bâton de parole plus tard en disant, écoute, ce que tu as dit, vraiment, je ne suis pas d'accord. Mais par contre, dans ma reformulation, je ne dis pas, alors, ce que tu as fait, c'est ça, 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 ça. Je ne reformule pas. Je ne juge pas ce que la personne vient de dire. Je dis dire, voilà ce que moi j'ai compris. J'ai eu le sentiment que lorsque il t'est arrivé ça, tu l'as vécu de façon très... tu l'as mal vécu. Mais en fait, je donne mon avis. Donc, je suis en train de, moi, dire ce que je pense, ce que je ressens par rapport à ce que tu viens de dire. Donc, je ne peux pas me tromper. Et c'est ça d'ailleurs qui est intéressant dans l'expression émotionnelle et dans l'affirmation de soi. On ne peut pas les remettre en question, puisque j'exprime ce que moi je ressens et ce que moi je pense. On peut ne pas être d'accord. Accueillir et comprendre l'autre, ça ne veut pas dire être d'accord avec lui. Mais si vous commencez vos phrases par je et non pas par tu, vous verrez que rien que ça, la question comment développer son affirmation de soi, rien que ça, un petit truc tout bête, mais rien que ça peut changer beaucoup de choses. J'ai compris que, j'ai eu le sentiment de, j'ai l'impression que, voilà comment je vois les choses. Il me paraît très difficile d'être objectif ou d'avoir un sens de la réalité fort quand on a entendu les 2-3 versions d'un même événement. Où mettre le curseur et trancher. Oui, ben c'est comme ça qu'on peut voir des personnes qui... D'ailleurs, il y a un article très intéressant là-dessus sur la réalité, la vérité et toutes les informations aujourd'hui qui circulent, par exemple, sur les réseaux sociaux. Et on voit bien qu'une réalité non vraie, dans le sens réalité-vérité, peut devenir une réalité parce que plein de gens l'ont retransmise et l'ont partagée. Donc, je ne crois pas que ce soit parce qu'il y a un grand nombre qui dit quelque chose que ça devient du coup une vérité. C'est juste une réalité partagée. Comment s'exprimer sans blesser l'autre personne tout en exprimant ce que l'on ressent, en commençant la phrase par je.
Si on dit « je me sens blessé depuis hier parce que je m'étais fait toute une histoire de ça et ça », c'est déjà beaucoup moins blessant que de dire « t'es vraiment un monstre parce que t'as fait ci et t'as fait ça ». Donc, quand on commence la phrase par un jeu, déjà, on limite les dégâts, si je peux dire ça comme ça. Et après, est-ce que le but dans une relation, c'est de ne jamais blesser l'autre, entre guillemets, ou en tout cas de ne jamais dire des choses qui peuvent ne pas lui plaire? Ça, c'est encore un autre sujet, mais est-ce que c'est ce que vous voulez dans toutes les relations que vous avez, c'est-à-dire de ne jamais rien dire qui blesse l'autre et que on ne vous dise jamais rien qui vous blesse? Là, il faut vraiment développer l'accord Toltec de je ne prends rien personnellement et dans ces cas, je ne suis jamais blessée. Quoi que l'autre fasse, quoi que l'autre dise, je ne suis jamais blessée. Donc, lisez ce livre, Les 4 accords Toltec. Quel conseil donnez-vous pour aider une situation où la personne avec qui vous discutez vous coupe systématiquement et ne prend pas ce temps d'écoute? Oui, alors ça, c'est les personnes qui ont un contrôle des impulsions très bas, qui ont tendance à couper la parole. Il faut le savoir. Donc, lui faire prendre conscience, lui dire que vous ne vous sentez pas à l'aise avec ça, que c'est important pour vous de pouvoir, que vous avez besoin de pouvoir vous exprimer. Affirmation de soi, c'est affirmer son besoin et lui faire prendre conscience ou peut-être lui dire que vraiment c'est quelque chose qui vous embête et qui vous dérange. Maintenant, encore une fois, vous ne pouvez pas changer l'autre, vous pouvez peut-être juste lui être plus transparent avec lui pour que peut-être qu'il n'en a même pas conscience. Comment gérer quand on est bavard et hypersensible? On peut faire un coaching. Bavard, tout dépend, c'est pas un défaut d'être bavard. Après, hypersensible non plus, d'ailleurs. Donc, c'est toujours pareil. C'est comment vous allez peut-être équilibrer un peu tout ça pour laisser de la place à l'autre. C'est toujours ça. C'est le bâton de parole, là, pour le coup, quand on est bavard, se taire pendant 3 minutes, faites-le, faites le test. Vous verrez que c'est vraiment pas facile à faire lorsque quelqu'un vous parle. Donc, entraînez-vous à le faire et vous verrez que... Et après, quand vous avez le bâton de parole, vous pouvez parler. Lisiane, salut Lisiane. Ne pas avoir d'empathie, c'est se couper d'un niveau de conscience et d'information sur la réalité partagée. Oui. Avoir de l'empathie, c'est donc éviter des angles morts de sa propre perception. Tout à fait, c'est parfait, parfaitement dit. C'est-à-dire que si je crois comprendre l'autre, mais que je ne lui en parle pas, enfin qu'on ne parle pas ensemble, il se peut aussi que je me trompe et que je reste dans cette erreur. Donc, c'est bien en ça l'échange et c'est bien pour ça que je propose la reformulation avant d'exprimer. C'est de dire, OK, en fait, tout est clair. Après, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, ça ne veut pas dire qu'on doit partager la même réalité, mais en tout cas, voilà, je veux comprendre la tienne, je tiens à ce que tu connaisses la mienne et avec ça, ensemble, on avance. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que cette histoire de bâton de parole, c'était fait aussi pour prendre des grandes décisions, pour faire en sorte que la communauté évolue et avance. Et in fine, c'était beaucoup plus efficace parce que déjà, le fait que tout le monde puisse s'exprimer, il y a des bonnes idées qui peuvent émerger aussi. Et ensuite, c'est de prendre en considération toutes ces réalités. On ne peut pas évidemment faire plaisir à tout le monde, mais c'est maintenant qu'est-ce qu'on fait de toute cette information et quelles décisions on prend en commun à partir de tous ces points de vue, en fait. Bérangère qui dit « Je voulais dire en cas de conflit entre collaborateurs, chacun a sa version. Oui. Comment je peux savoir ce qui est objectif et tranché ?» Alors ça, ce se rapproche du juge, du métier de juge. Qu'est-ce qu'il fait le juge? Il a 2 personnes qui arrivent avec leurs avocats et qui présentent leur réalité, avec des preuves
d'ailleurs. Hein. Voilà, chacun apporte plein de preuves pour montrer au juge que sa réalité est la bonne réalité. Et en fait, le juge, ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il décide, hein, c'est son métier, de la vérité, la réalité, pas la vérité, pardon, la réalité, qu'il décide de faire gagner, dans le sens qui est plus forte que l'autre. Et donc là, c'est la même chose, c'est à partir du moment où il y a des faits, chacun après a son ressenti, a sa perception, et à un moment, en effet, et c'est pareil avec les enfants, enfin, on est tous confrontés à ça, c'est à un moment, on fait un choix, et là on en arrive d'ailleurs sur la prise de décision, on fait un choix en fonction de ces données-là, et en fonction aussi de l'objectif qu'on cherche à atteindre. Enfin, évidemment, à partir du moment où on est dans la position de devoir faire un choix, on va le faire par rapport à sa lecture de ces deux réalités, par rapport à ses émotions et par rapport aussi à l'objectif qui en ressort, qui a derrière. Donc, en effet, si par exemple dans un conflit, il y a quelqu'un qui est entre les deux qui est très agressif, par exemple, qui dit des choses très agressives, et quelqu'un qui a beaucoup de mal à dire stop, par exemple, on voit affirmation de soi forte et affirmation de soi pas forte, ben, évidemment, dans les faits, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que cette personne a dit ça, puis a fait ça, puis a fait ça. Et donc, en effet, c'est pas acceptable et c'est très difficile pour l'autre personne de vivre ça. Ok, donc ça, c'est un fait. Donc, on peut décider de se séparer de la personne agressive en disant, bah, il part, du coup, il n'y a plus de problème. Sauf que de faire ce choix-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne prend pas non plus en considération le fait que dans cette situation, la personne qui n'a pas dit stop a aussi une part de responsabilité. Et donc, dans l'idéal, ce serait quoi? Ce serait de faire en sorte que les deux fassent un travail de développement pour que ça se passe mieux. Mais évidemment, en cas de conflit, c'est rarement comme ça. J'en ai bien conscience. Mais par contre, ce que je vous dis là, l'empathie, la CNV, pour aller plus loin, la communication non violente, c'est un outil qui est utilisé dans la gestion des plus grands conflits. Donc, c'est pas, mais en effet, il faut à un moment que les deux parties soient volontaires. C'est la même chose d'ailleurs pour la médiation. La médiation qui est proposée, par exemple, dans les cas de divorce, mais pas que, mais dans les cas de divorce, qu'est-ce qui se passe? On a un médiateur qui écoute la réalité de l'un, qui écoute la réalité de l'autre, qui se doit d'être absolument neutre, c'est-à-dire ne doit pas prendre parti. Pourquoi? Dans l'idée que chacun puisse entendre la réalité de l'autre et l'accepter. Ça ne veut pas dire être d'accord, je précise. Et de trouver ensemble des solutions pour que la situation s'améliore. Et des fois, ça marche, et des fois, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que parfois, les gens n'ont juste pas envie. Et parfois, il y a certaines personnes aussi qui se plaisent dans le conflit. Donc, il faut aussi avoir conscience de tout ça. Il n'y a jamais qu'une responsabilité. Est-ce qu'il y a d'autres questions que je n'ai pas vues? Est-ce que l'empathie permet de créer un climat propice à tous les coups? Alors là, je ne suis pas sûre de comprendre la question. David, il faut me préciser un tout petit peu plus cette question. Comment matérialiser le bâton de parole dans un contexte virtuel? Ah, bah ça, Émilie, vous allez le voir puisque vous allez le vivre. Voilà. Je ne vous en dis pas plus, mais si le timing le permet, si c'est possible, on va faire ça le 30 avril. Vous allez vivre le bâton de parole à distance. Lisiane, partager les faits, même en conflit, partager les visions dans l'écoute réelle, cela permet de passer de conflit à confrontation des réalités. Voilà, c'est ça. Et à partir du moment où on accepte cette idée que tout le monde a le droit à sa réalité, finalement, et de ne pas être dans le jugement, bah déjà, ça permet évidemment de s'ouvrir et d'avoir donc cette écoute avec le cœur et non pas de vouloir à tout prix prouver à l'autre qu'il se trompe, qu'il n'a pas compris, qu'il n'a rien compris, que c'est de sa faute. Enfin, voilà, vous voyez bien l'idée. Et si dans le conflit, une des deux parts a du pouvoir où il faut prendre position,
Euh, Des fois, j'ai du mal à comprendre vos questions. Et si dans le conflit, une des deux parts a du pouvoir sur l'autre? Oui, bah, s'il a du pouvoir sur l'autre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis dépendant, hein, je manque d'indépendance, je manque d'affirmation de soi. Dans l'intelligence émotionnelle, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de pouvoir. C'est-à-dire qu'on peut très bien s'affirmer avec son boss. On peut, l'affirmation de soi, ça ne veut pas dire forcément, encore une fois, agresser l'autre, lui dire que tout ce qui, que ça ne va pas, ça peut être évidemment très positif, hein, l'affirmation de soi. Ça peut être en effet aussi dire stop, là, dire non, ça ne me convient pas, c'est dire non, je l'ai dit. Mais si en effet, si quelqu'un dans la relation avec moi a beaucoup de pouvoir, toujours pareil, je vais vous envoyer la question de qu'est-ce qui fait que cette personne en tant qu'être humain, je ne parle pas de hiérarchie professionnelle, je parle d'être humain, pourquoi je laisse cette personne avoir du pouvoir, en fait. Et quand je dis ça, c'est au niveau émotionnel, évidemment. Bien sûr, mais parfois, on est dans une position où il faut prendre position. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Parfois, on doit prendre position, mais en ayant, plus on va avoir toutes les informations, c'est-à-dire comment il se sent, le factuel et comment moi je me sens aussi, ne pas oublier de bien comprendre déjà ma lecture et mon interprétation de la situation. À partir du moment où j'ai toutes ces informations-là, la position, la décision que je vais prendre sera la plus efficace possible puisque j'aurai pris en considération tous les éléments et toutes les informations liées à cette situation. Voilà pour le sujet de l'empathie. Donc, toujours pareil, ces webinaires, c'est très court, c'est une présentation. Évidemment, on ne peut pas aller plus loin, mais il existe pour le coup des tas et des tas et des tas de manuels ou de livres sur ce sujet-là d'empathie. Hein. Donc là, pour le coup, c'est un sujet où vous trouverez tout un tas de supports. Je vous remercie. Demain, on parle justement de la... Je ne sais plus lequel c'est demain, je ne sais plus dans l'ordre. Alors, c'est soit je fais des choix et je me sens bien, donc on va mettre vraiment le focus sur la prise de décision, ou alors je garde le cap dans la tempête, là c'est là sur la dimension gestion du stress, hein, donc on continue notre voyage dans la roue. Je crois que demain c'est je garde le cap même dans la tempête. Et donc l'idée c'est de vous faire vivre toutes les dimensions de l'intelligence émotionnelle. Donc merci à tous, je vous souhaite une très bonne soirée et puis je vous envoie comme d'habitude un mail avec le support de ce soir et le lien pour les enregistrements des autres. Bonne soirée, à demain, au revoir.